Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de votre magazine d'information Décryptage. Pour m'accompagner pendant les 52 minutes, monsieur Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, et monsieur Gilles Goyi, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, politologue. Monsieur Roland Ribou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Gilles Goyi, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, monsieur Gilles Goyi, puisque nous traitons des questions d'économie. Il y a quelques mois de cela, vous vous êtes exprimé, vous avez manifesté votre satisfecit, notamment sur le rapport produit par le Fonds monétaire international sur les performances économiques du Bénin. Vous vous êtes également exprimé sur le classement du rapport Doing Business du Bénin. Le président de la République, le chef de l'État, récemment, devant la presse internationale, s'est prononcé également sur une question d'économie très importante. Il s'agit du franc CFA. C'était devant les journalistes de la presse internationale. Je vous propose de regarder cet extrait qui retrace donc les propos du chef de l'État au cours de l'entretien accordé à France 24 et à RFI. Monsieur Roland Ribou, vous restez évidemment avec nous et on y revient ensemble. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UMOA ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change, cet argent en devise, n'est pas de l'argent qui doit être utilisé par les pays de l'UMOA comme de l'argent leur appartenant. Cet argent n'appartient pas aux pays, à chacun des pays, ni au pays globalement, ça appartient à la Banque centrale. Je vais vous expliquer. Les réserves de change qui sont disponibles, leurs soldes, ont déjà leur contrepartie dans l'économie locale, dans les pays concernés. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ces réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la monnaie. La volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence des Français, des Canadiens, d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente et digne de confiance, est quelque chose moi, qui ne me gêne pas. Les réalités de l'économie, parfois, sont en déphasage avec la volonté politique. C'est pas évident que, techniquement, nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie comme l'année prochaine. Même si nous n'y parvenons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure et nous souhaitons qu'un jour, les pays de la CEDEAO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra, même si techniquement nous n'y parvenons pas encore l'année prochaine.
Voilà, le président Patrice Talon qui, devant la presse internationale, devant France 24 et RFI, s'est prononcé sur cette question qui a fait le tour du monde aussitôt, puisque cela fait la une de l'actualité. Beaucoup de quotidiens, la presse internationale a saisi la balle au bond et beaucoup se sont prononcés sur le sujet. Alors, Gilles Goyi, le chef de l'État, parlait donc de la France qui va se retirer des institutions de gouvernance de la monnaie. Il parlait d'un problème technique et psychologique. Quel est votre avis sur cette question ? Disons que c'est toujours un plaisir d'écouter le chef de l'État et aborder des problèmes aussi sérieux que celui-là. Cette brillante intervention à la face du monde, pour moi, montre deux aspects. Lesquels ? Le premier aspect, c'est la volonté d'insuffler un nouveau dynamisme au franc CFA, en lui permettant de jouer un rôle beaucoup plus percutant dans les économies concernées. Le deuxième aspect, c'est un peu comme une sorte de libération pour ces pays qui auront désormais la possibilité de varier leurs échéances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Varier leurs échéances? Leurs échéances. Par exemple, vous qui êtes là, quand vous avez plusieurs comptes bancaires, vous êtes toujours moins stressé. Alors que si vous avez un seul compte bancaire, la possibilité que vous ne puissiez pas accéder à vos fonds en temps voulu, en temps opportun, est toujours là, qui vous rentre. Avoir la possibilité de gérer autrement les réserves dont il s'agit, moi je crois que c'est une sorte de libération, c'est une sorte de bouffée d'oxygène aux économies concernées et je pense que c'est une très bonne chose. Une sorte de libération, M. Roland Ribot, vous pensez la même chose? Peut-être en d'autres termes. Moi, je dirais simplement que pour l'instant, déjà, la BCEAO gère 50% des réserves. Qu'elle gère 100% des réserves, a priori, ce n'est pas un problème. Ils vont gérer correctement, on n'a aucun doute. Du côté de la France, je crois que ce n'est pas un problème non plus, puisque actuellement, la France rémunère à 0,75%. C'est le taux de rémunération. Oui, qui est un taux plancher, en fait, parce qu'en réalité, les taux actuellement sont des taux pratiquement à zéro, négatifs. Donc pour la BCEAO, c'est quand même pas mal d'avoir ces 0,75%, mais la BCE sûrement va avoir d'autres opportunités pour placer son argent. En euros, il la placera toujours soit en France, soit en Allemagne, etc., si vous voulez. En dollars, on va placer comme d'habitude à la Fed, etc. Donc c'est pas, pour moi, c'est rien d'extraordinaire cette affaire-là. Mais qu'est-ce qui va changer pour les pays? Rien. A priori, rien. A priori, rien ne va changer parce qu'en fait, je pense que le chef de l'État, de façon très subtile, a abordé tous les problèmes. Le problème technique, il dit technique, il n'y a aucun problème. Ça marche très bien. Nous, on serait bien contentés de rester comme ça. En fait, c'est un peu ce qu'il dit, sans le dire. L'aspect psychologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, en particulier, il y a une diaspora importante qui s'inquiète que le Bénin, le Frère ne progresse pas assez. Et on a décidé que 60 ans après l'indépendance, la raison pour laquelle les pays ne progressent pas assez, c'est forcément le CFA. Et cet argent qui est bloqué au Trésor français. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arrêter ça. Donc, le chef de l'État l'a bien dit. S'il y a des gens qui viendront dans nos conseils d'administration, ils pourront être à la fois français, canadiens, etc., etc. Donc, il y aura plus de monde. Les Français, s'ils restent par hasard, seront noyés dans les autres. Donc, on n'en parlera plus. Et puis, il faudra que notre jeune compatriote qui s'amuse à voler des billets de 5000 CFA de temps à autre trouve un autre cheval de bataille pour continuer à exister et se faire subventionner par ceux qui le subventionnent, les ONG et autres. Mais justement, M. Roland Ribot, d'aucuns estiment qu'en retirant ces réserves de change, cela devrait permettre à ces pays-là de mieux financer leur économie et de pouvoir permettre de très bons et très grands investissements. Très bien. Donc c'est un bon problème parce que souvent les gens disent oui, cet argent qui est là-bas au Trésor français, si on le prenait, on l'investissait, nos économies allaient exploser favorablement. Malheureusement, il ne s'agit pas d'argent à investir, c'est de l'argent à très court terme qui est une espèce de matelas sécurité pour les importations et exportations. Ça représente 3-4 mois à peu près, à ma connaissance, de commerce international pour nos pays. Et c'est utile, pourquoi? Parce que si tout d'un coup on importe beaucoup plus pour une raison ou une autre, tout d'un coup le prix du pétrole augmente, donc les réserves baissent, mais c'est pas grave, on a encore des réserves. Ultérieurement, elles vont se reconstituer par des exportations. Mais en tout cas, c'est une assurance, c'est inévitable d'avoir ça. Je pense que vous-même, à la maison, vous n'allez jamais accepter de ne pas avoir 50 000 CFA quelque part qui pourront vous servir en cas de nécessité. C'est exactement ça, si vous voulez. C'est une somme, un matelas de sécurité qui est utilisé par les États qui importent, qui exportent. Donc
ça ne va rien changer. En réalité, ce n'est pas les vrais problèmes. Le vrai problème, il est où alors? Le chef de l'État l'a indiqué, c'est la suite. Parce qu'une fois que donc on remplace les institutions existantes par d'autres, avec en particulier les chefs d'État qui vont s'asseoir et décider de l'évolution, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tout d'un coup, on va dire, ah ben désormais, on ne va plus rester dans le schéma 1 euro égale 656 CFA. 655 francs on va, oui, etc. Oui, on va aller à 700, on va aller à 500, etc. D'après. Donc c'est un petit peu la question qu'on se pose en se disant, dans la prochaine étape, est-ce que ces changements qui sont finalement cosmétiques, psychologiques, l'a dit le chef de l'État, qui sont psychologiques, est-ce que ça va aboutir à quelque chose de différent? Est-ce que ça va permettre de tout d'un coup devenir, par exemple, si on est un grand exportateur, dans ce cas-là, on va souhaiter avoir une monnaie faible pour mieux exporter et puis avoir plus de possibilités d'avoir des marchés, puisque si on a une monnaie très forte, il faut avoir des produits vraiment qui sont des produits de haute technologie pour pouvoir mieux exporter. Donc, d'autres vont dire, ben non, nous, notre intérêt, c'est de continuer à importer, donc on veut une devise forte. Donc, il va y avoir des intérêts divergents. Et jusqu'ici, ils ont été tellement divergents que les chefs d'État ont préféré en rester là où ils étaient. Parce que, imaginons que tous se soient levés en disant on souhaite que c'est plus 6, 5, 6, mais 8 par exemple, ou 5. Personne ne l'aurait contesté, on a changé. Mais là, on a l'impression que peut-être ce sera l'occasion d'un changement. De changement, mais quelles sont les stratégies, selon vous, à adopter, M. Gilles Goï, pour réellement permettre à ces pays de profiter, si éventuellement les chefs d'État et de gouvernement prenaient cette décision, comme M. Ribot le disait? C'est justement de ça dont il s'agit. Parce que l'aspect psychologique dont parle le président ébranle en fait une dynamique socio-économique importante. Quand je vais, c'est une émission de grande écoute, hein, le RTB sur satellite et tout, je vais juste procéder par une petite image. Quand je vous confie mon argent, j'ai 50 000 francs par exemple, je vous confie mes 50 000. Oui. Je ne suis pas sûr de pouvoir avoir mes 50 000 francs quand je voudrais. Il peut arriver, je dis, ah, monsieur Akpekou, j'ai besoin de mes 50 000, reviens demain, reviens après-demain. Il y a d'abord cet aspect contraignant, je suis dépendant de vous. L'autre aspect, c'est que, bon, vous pouvez dire, oui, mais comment? Quand vous m'aviez confié vos 50 000, j'avais la possibilité de l'utiliser. Je n'ai pas 50 000 francs maintenant. Prenez d'abord 20 000. L'aspect dépendance continue toujours de prévaloir. De telle sorte que moi, j'avais besoin de mes 50 000 francs pour faire une activité génératrice de revenus, une activité créative de richesse. Je n'ai pas la possibilité d'investir mon argent quand je veux et comme je le voudrais. Donc, il y a cette dynamique-là qui est ébranlée. Ce qui fait que, comme je le disais à l'entame, comme on le sait, si l'après-libération du franc CFA est porteuse de dynamique nouvelle, c'est-à-dire l'insufflation d'une nouvelle dynamique à l'utilisation de la monnaie, telle que je présente, j'ai la possibilité, au lieu de vous confier mes 50 000, de vous confier par exemple 30 000, de faire à M. Ribot. Et si vous me dites, bon, prends d'abord 20 000, je prends les 20 000, je vais m'adresser à M. Ribot, qui lui aussi peut me trouver 10 000 ou 15 000 dans ce que j'ai demandé. J'aurai la possibilité d'avoir beaucoup plus de moyens d'intervention et d'activité pour améliorer ma qualité de vie. C'est de cela dont il s'agit, l'amélioration des qualités de vie des économies concernées. D'accord. Alors, M. Roland Ribot, le président de la République, devant la presse internationale, s'est également prononcé sur la sécurité de nos côtes, en parlant donc du commerce en eau profonde. Je vous propose de regarder, et puis ensemble, on y revient. Cet événement malheureux est déjà derrière nous. Même si la situation sécuritaire globale dans la région demeure très préoccupante. Nous avons, de manière à l'intérieur du pays, de manière locale, pris les dispositions nécessaires pour prévenir et empêcher ce genre de choses. Il n'en demeure pas moins que la sécurité de la sous-région demeure une préoccupation globale de tous les pays de la sous-région, d'autant que les événements de ces derniers jours montrent bien que la riposte nous interpelle encore, la réponse efficace.
nous ne manquerons pas de faire face à cela. C'est en cours, les mesures sont en cours, avec les pays globalement concernés et la communauté internationale. Nous sommes en train de prendre les dispositions qu'il faut pour faire face de manière énergique à cette situation. Monsieur Ribou, vous avez suivi le président de la République qui a annoncé que le Bénin et les autres pays du Golfe de Guinée sont en train de prendre des dispositions pour pouvoir faire face à la piraterie. Est-ce que cette situation malheureuse, comme le président de la République lui-même l'a qualifiée, pourrait ébranler les investisseurs? Certainement pas. Certainement pas. Moi, je suis même surpris que ce soit un grand sujet d'aujourd'hui. C'est un événement, à mon avis, isolé. Et à mon avis, qui ne se reproduira pas, statistiquement, il y a très peu de chances. C'est vrai qu'autour de Lagos, il y a toute une activité de piraterie, de piratage, mais en ce qui concerne le Bénin, je ne pense pas que nous soyons une cible préférée de ce genre d'individus qui préfèrent rester en réalité chez eux, disons. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été oublié. Je ne pense pas que ce soit un problème. Si on veut parler du port, on peut parler du port, mais certainement pas des problèmes, je ne sais pas ce qu'en pense mon ami, mais en ce qui me concerne, moi, c'est un non-sujet, franchement. Un non-sujet, M. Gilles Goy? Effectivement, si les médias n'en avaient pas parlé, moins d'1% de Béninois auraient été au courant. Simplement parce que ça n'a pas d'impact réel sur la vie quotidienne. On aurait été dans une zone où, dans une sphère d'activité économique où le port occupe une place prépondérante, que ça aurait eu plus d'effet. Non, je crois que c'est un épiphénomène, mais la sécurité dans un pays est toujours un sujet très très important. Et c'est très bien que des mesures soient prises, des discussions soient prises pour que ça ne se répète plus, pour alarmer inutilement les gens, pour que les gens paniquent alors qu'il n'est pas nécessaire de paniquer. Monsieur Roland Ribou, vous parliez tantôt du port autonome de Cotonou notamment. Le port autonome de Cotonou, on connaît la contribution de ce port, de ses activités à l'économie béninoise pour l'investisseur privé que vous êtes au Bénin. Vous trouvez un port compétitif? Oui, mais je souhaiterais qu'il le soit un peu plus. C'est-à-dire que les gens du port d'Anvers sont venus ici, ils ont des projets. Et moi-même, en tant que président du CIPB, nous animons deux groupes de réflexion, l'un sur la fiscalité, l'autre sur la justice. Je me demande si ce ne serait pas intéressant d'avoir un groupe de travail sur le port qui pourrait dialoguer avec l'État sur différents projets. Je peux en citer un en particulier. C'est l'idée de créer une sorte de zone franche, zone sous douane, comme elle existe à Lomé, où l'on pourrait faire des marchandises pour ensuite les dispatcher dans tout l'espace avoisinant, pas seulement le Nigeria, mais surtout le Burkina, le Niger, le Togo et peut-être transbordement vers la Côte d'Ivoire. C'est une activité importante. Et même, par exemple, il y a une association d'importateurs de voitures d'occasion qui souhaiterait qu'il n'y ait pas systématiquement une mise à la consommation, mais que les voitures puissent être, par exemple, reconditionnées et être réexpédiées ailleurs. Vous voyez? Donc la douane a une... Donc faut-il mettre fin à la réexportation, c'est cela, selon vous? Pourquoi pas, oui, réexportation, oui, mais pas comme c'est actuellement. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est mis à la consommation et de là, ça s'en va. Oui. Ou alors, on dit c'est le Niger. Et puis donc, ça part vers le Niger avec un contrôle de la douane, et puis après, ça va à droite ou à gauche, plutôt à droite d'ailleurs. Mais l'idée, non, ce ne serait pas ça. Ce serait d'avoir une véritable zone franche où les marchandises arrivent. Parce qu'actuellement, ce qu'exige la douane, c'est que ce soit mis à la consommation, ou alors il faut que le connaissement d'entrée de jeu ait dit c'est pour le Niger, c'est pour le Burkina. Mais l'idée, ce serait d'avoir un système où les marchandises arrivent et peuvent être à ce moment-là destinées à telle zone, sans que forcément ce soit, par exemple, la mise à consommation au Bénin. Ce serait une des réformes importantes. Parce que on va en parler tout à l'heure, parce que à ce moment vous souhaitez parler du Nigeria. C'est un des moyens pour le port de Cotonou d'avoir une autre activité qui soit plus globale. Des réformes pour dynamiser, rendre plus compétitif le port autonome de Cotonou, M. Gilles Goy? Absolument. Comme vous le savez, les réflexions sont constamment en cours pour améliorer la compétitivité du port de Cotonou, parce qu'un port moderne,
c'est toujours un facteur de développement accru. Donc, ce serait vraiment bien que ces réflexions soient poursuivies, comme on avait commencé avec le Millennium Challenge, je compte. Actuellement, des actions sont menées pour faire du port de Cotonou un port en eau profonde, comme à Lomé, pour que les gros porteurs, les gros navires puissent aussi débarquer aisément au Bénin. Ce ne serait qu'une plus-value à l'économie béninoise, ce serait vraiment bien. Mais justement, faire du port autonome de Cotonou un port en eau profonde, Monsieur Roland Ribou, vous convenez sans doute que cela passe par d'énormes réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà satisfait en tant qu'investisseur, président du CIPB, de ce qui est fait? Moi, je pense que tout simplement, déjà, le port d'Anvers a un programme. Oui. Donc ce programme doit être déroulé, quelles que soient les péripéties. Oui. Alors, Monsieur Gilles Goyi, l'autre question, à côté du port autonome de Cotonou, c'est vrai que vous avez semblé banaliser un peu cette piraterie sur les côtes béninoises, mais les investisseurs ont quand même besoin de sécurité pour investir au Bénin. Non, moi, j'ai été très content de la réponse de Monsieur Ribou, oui. Que je connais il y a plusieurs années, au passage, quand j'étais au PNUD, oui. Il y a longtemps que Monsieur Ribou est là. Donc, pour moi, sa parole est prépondérante. C'est-à-dire, c'est un événement auquel il ne faut pas donner trop d'importance parce que ça ne préoccupe pas les investisseurs. Okay. Pour ma part, oui. je me dis que, comme le président l'a dit d'ailleurs, des dispositions vont être prises rapidement pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. Parce qu'on oublie souvent de le dire, on a déjà assisté à ce pays à une histoire de bateau qui a disparu. Bien sûr, de bateau qui a disparu. Donc moi je crois que, comme le président l'a dit, des dispositions vont être prises pour que ça ne se répète plus jamais ça, de sorte que tout le monde puisse dormir tranquille, aussi bien les investissements, aussi bien pour les investisseurs pour lesquels c'est un épiphénomène, que pour la population qui n'avait jamais été traumatisée que ces dernières années, oui. Depuis le marché Topa, où on a appris qu'une barque motorisée était venue dévaliser les structures financières du marché d'Antopa. Voilà. Donc ça fait un moment. Après ça, c'est la deuxième fois qu'on entend parler de ça. On va prendre les discussions pour que plus rien ne se passe de cette manière-là. Donc pour l'heure, les investisseurs, ils sont en sécurité au Bénin, ils ne se plaignent pas. C'est bien cela. Disons-le. Oui. Alors, Monsieur Roland Ribou, l'autre sujet, vous avez commencé par parler du Nigeria. Le président de la République, au cours de cet entretien avec la presse internationale, s'est aussi prononcé sur le cas du Nigeria. Et récemment, il y a eu cette rencontre de haut niveau entre les dirigeants de nos pays. Je vous propose de regarder, Monsieur Ribou, cette vidéo qui retrace les propos du chef de l'État au cours de cet entretien sur la question précise du Nigeria. Et on revient ensemble. La situation des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour les autorités nigérianes. J'ai vu le président Buhari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé et il m'a dit qu'il attend les conclusions d'une étude qui est en cours pour régler un problème qui est devenu récurrent depuis plus de 2 décennies. Nous sommes ensemble en train de chercher des solutions techniques. Or que le mauvais comportement des administrations de part et d'autre ne compromette pas la noblesse de la vie communautaire, les échanges, les circulations entre nos deux pays. Mais elle est préoccupante, elle a des conséquences variées, diverses sur les économies des uns et des autres, mais peut-être davantage sur notre économie à nous parce que nous sommes de plus petite taille. C'est très bien, le Bénin n'a pas la taille du Nigeria. Notre économie n'est pas aussi robuste que celle du Nigeria. Donc les conséquences sur nous sont plus visibles, sont peut-être plus importantes que sur l'économie nigériane. Mais les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... D'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que nous sommes 2 pays frères et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les 2 peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérian, pas du tout. Et ce n'est pas non plus ma volonté, et nous travaillons à cela. Donc vous espérez une solution bientôt? Il y aura une solution très bientôt qui va satisfaire les exigences de libre-échange entre 2 pays.
Le président de la République, le chef de l'État, qui revenait donc à travers cette séquence tirée donc de cet entretien qu'il a eu avec la presse internationale sur la situation avec le Nigeria. Le président de la République a annoncé pour bientôt une solution. Monsieur Roland Ribou, est-ce que cette situation dérange les investisseurs? Disons qu'elle dérange certainement ceux qui sont implantés ici et qui ont un certain nombre d'activités qui sont impactées. Par exemple, les brasseries, moins 20% d'activité ce mois par rapport à même mois de l'année dernière. Le ciment se vend un peu moins, etc. Donc il est clair que ça a un impact, puisque toutes les populations qui sont le long de la frontière sont touchées. Et ça, c'est, je dirais, le court terme. De l'autre côté de la frontière, au Nigeria, c'est la même chose. Les mêmes populations qui sont, disons, le miroir de celles d'ici sont également touchées. C'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est que cet événement, qui bien sûr va prendre fin, ne serait-ce que 31 janvier ou auparavant, comme ça a été dit, c'est pour nous un signal très fort. C'est un signal que notre pays est trop dépendant du Nigeria, évidemment. Si vous voulez, le professeur John Igué, il y a des années, a écrit un livre fondamental sur l'État-entrepôt. L'État-entrepôt. L'État-entrepôt, exactement. Bon, mais ça, c'était la situation de Hong Kong lorsque la Chine communiste était vraiment très très rouge et où il y avait un embargo. Donc, Hong Kong était l'État-entrepôt de la Chine communiste. Nous, on est l'État-entrepôt du Nigeria. Malheureusement, Hong Kong a changé. Hong Kong s'est industrialisé, ensuite est allé vers les services. Et lorsque la Chine s'est ouverte, pour Hong Kong, c'était un non-événement. C'est-à-dire que nous-mêmes, malheureusement, nous sommes restés sur cet aspect que c'était très important et il fallait continuer ce système qui, en définitive, est de la contrebande, disons-le franchement. Hein. Donc, ça, à mon avis, c'est un signal très fort que ça doit changer. Donc, le Bénin, pour l'instant, est sur deux pieds. Un pied, c'est le coton. Super, très belle réussite. L'autre pied, c'est pas bon. Donc ça, il faut que ça change. Regardez par exemple, lorsque ce sera réouvert, vous pensez que le riz va continuer à passer par le port de Cotonou? Moi, à mon avis, dans les accords qui seront passés, le Nigeria fera en sorte que le riz ne passera plus. Donc ça vous fera 30% d'activité en moins pour le port de Cotonou. Et c'est là où je parlais des autres activités que le port de Cotonou peut développer. Mais il doit développer aussi des activités parfaitement licites avec le Nigeria, et davantage, parce que le port de Lagos est engorgé. Les camions attendent des jours et des jours avant de pouvoir charger ou décharger. Bon, nous, au contraire, c'est beaucoup plus rapide. On peut très bien imaginer des opérations licites qui passeraient en plus grand nombre par notre port. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il faut à tout prix aller vers une politique d'industrialisation. Donc, je profite de cet entretien pour pouvoir avancer à nouveau ma marotte récente, c'est le cajou. Nous devons devenir des transformateurs de cajou, pas rester de purs exportateurs d'une matière brute, c'est plus possible. J'ai parlé récemment avec M. Gangbès de la Piex, qui me disait que ça y est, il y a un investisseur chinois qui veut ici installer une grosse usine pour faire des vêtements. Ce qui est, à mon avis, une étape normale pour beaucoup de pays. Regardez comment Maurice a commencé, comment la Tunisie a commencé à vendre vers d'autres spéculations. Mais pour nous, il faut à tout prix que nous puissions transformer nos matières premières agricoles et également créer des industries de main-d'œuvre qu'on peut maintenant aller prendre chez des pays pour qui la main-d'œuvre est devenue de plus en plus chère, comme la Chine par exemple. La Chine voit maintenant sa main-d'œuvre avoir un prix de plus en plus élevé et un certain nombre d'activités vont disparaître. C'est à nous de les reprendre. Monsieur Gilles Goï, cette situation quand même avec le Nigeria, elle perdure avec son lot de conséquences. Oui, bon, les gens me trouvent un peu cynique cet après-midi. Pour moi, je trouve cynique parce que je trouve que c'est une belle situation. Hein. C'est une situation qui va nous permettre de réfléchir autrement à notre politique économique, qui va permettre au Bénin de diversifier ses sources de richesse. Le coton, c'est très bien, ça réussit. La contrebande, ou bien la réexportation. La réexportation qui demeure toujours un géant au pied d'argile. On est là maintenant. Cette situation va permettre aux opérateurs économiques du Bénin
de voir dans d'autres directions, de varier leurs sources de richesse, de telle sorte que on peut dire de façon cynique que quelque chose malheur est bon. Et moi, je suis tout à fait à l'aise par rapport à ça. À l'aise par rapport à ça, pourquoi? Le riz, le Bénin aussi produit du riz, qui bien exploité, pouvait satisfaire la demande locale. Mais bon, il y a cette mentalité de snobisme bizarre qui veut que c'est le riz parfumé qui est le meilleur riz, c'est le riz asiatique qui gonfle le plus. De telle sorte que moi, je suis très content que cette mentalité va être décapitée pour nous amener à produire et à consommer local. Produire suffisamment pour permettre de montrer au Nigeria que nous aussi, on peut produire et leur vendre ce que nous avons fait, sans qu'on soit obligé d'aller acheter du riz ailleurs et d'aller le vendre au Nigeria. Nous allons vendre au Nigeria le riz qu'on aura produit. Parce que, bon, on a lu beaucoup de choses, hein, 100 000 hectares de riz par-ci, de 50 000 par-là. La consommation du Nigeria sera toujours telle que, si le Bénin produit suffisamment, il y aura toujours possibilité de vendre du riz au Nigeria. Donc moi, je suis très content par rapport à ça. Les gens, vous me citez un peu. Je voudrais même que la fermeture dure un peu davantage. Pour que les gens se réveillent, quoi. Mais dans ces conditions, M. Roland Ribou, quel type de stratégie mettre en œuvre, en réalité, pour faciliter la diversification des activités, comme vous le dites si bien? Bien. Bon, déjà, l'APIX fait un bon travail en ce sens que on invite des opérateurs économiques étrangers par nationalité, on va vers eux, ça c'est une bonne chose. Mais l'essentiel, c'est de prendre un projet et puis de le détailler de façon à être sûr que sur toute la chaîne du projet, on peut répondre à la demande de l'investisseur étranger. Ça concerne aussi l'investisseur local. Il ne faudrait pas que le ministère des Finances considère l'investisseur local comme une vache à lait uniquement. Il a aussi des possibilités de se développer de façon très forte et donc il faudrait qu'il y ait un dialogue entre l'État et les investisseurs existants, les entreprises existantes, pour voir comment elles pourraient augmenter de façon très substantielle leur production locale. Ça me paraît très important. Il y a un tas de gens qui sont dans ce domaine. Vous voyez, par exemple, bon, je ne parle pas de Fludor qui effectivement peut augmenter encore sa production d'huile s'il n'y avait pas cette valeur mercuriale à l'entrée du pays. Le cajou demande un traitement spécial aussi, puisqu'on est en compétition avec deux géants, l'Inde et le Vietnam. Mais également d'autres industries, comme par exemple, il y a une usine qui produit un excellent yaourt, un excellent concentré de tomates, et qui est confrontée à une concurrence totalement déloyale de produits chinois qui entrent dans le pays avec soi-disant c'est de la purée de tomates, 105 grammes de tomates à l'intérieur. Mais ça rentre quand même. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une concertation entre l'État et les opérateurs sur place, qu'on puisse discuter et être entendu. Une concertation peut-être, mais M. Gilles Goï, quelles sont selon vous les spéculations qu'il faut produire? M. Ribou le rappelait, le coton aujourd'hui, il a estimé que cela allait très bien pour le Bénin, mais quelles sont les autres spéculations qu'il faut aujourd'hui prioriser pour permettre au Bénin de réellement décoller et de booster son économie? Une spéculation qui a déjà montré toute sa capacité d'enrichissement, c'est le cajou, M. Ribou l'a dit. L'autre spéculation qu'on peut tout à fait bien développer, par exemple, on peut relancer le café. Il fut un temps, quand on était au cours primaire, le Bénin produisait du café. J'en suis nostalgique. Parce que ça nous permettait d'avoir un peu d'argent de vacances. Parce qu'on allait décortiquer le café chez le négociant du coin. Le Bénin produisait le café. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recommencer maintenant? Le palmier à huile, voilà un gisement qui n'est pas suffisamment exploité. Ça peut se révéler être une spéculation extrêmement importante. C'est pour ça que je salue au passage et je loue au passage les activités du PROCAD, le programme cadre d'appui à la diversification agricole, qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et je veux juste prendre l'exemple du cajou. Monsieur Roland Ribou. Les interventions du PROCAD ont permis
à de petits producteurs béninois d'être aujourd'hui de grands investisseurs simplement parce que la qualité des produits fournis par les activités financées par le PROCAD sont de nature à faire épanouir des Béninois dont vous n'imaginez pas le nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nécessairement une diversification des spéculations, de sorte, je reviens sur mon expression préférée, de fait à permettre aux opérateurs économiques de varier leurs échéances, c'est-à-dire de varier leurs possibilités, leurs capacités d'intervention en matière de production de richesses et en matière d'amélioration du standard de vie des Béninois. On ne le dira jamais assez, et cet adage-là se vérifie. Le Bénin ne peut plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Il n'y a rien à faire. C'est pour cela, je l'ai dit à l'entame, que je salue particulièrement cette décision qui est en train d'être prise pour le CFA de pouvoir varier, n'est-ce pas, ses capacités de placement. Ça ne peut qu'être utile à tout le monde, et au Bénin en particulier, qui en a grand besoin. Mais M. Roland Ribou, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à l'aspect après réouverture de ces frontières. Qu'est-ce qu'il faut faire après pour ne pas retomber dans ces mêmes conditions? Écoutez, je crois que le Nigeria a fait une liste de 29 produits qu'il ne souhaite pas voir apparaître chez lui parce qu'il considère que la plupart de ces produits sont des produits, disons, qui viennent non pas du Bénin mais d'ailleurs. Voilà. Il faudra, je pense, gérer de façon tout à fait correcte cette liste et puis accepter que nous devons aller vers une formalisation. Parce qu'on est dans l'informel, complètement. L'informel, l'illicite. Bon, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je répète, dans le cas de l'huile, nous produisons de l'huile, Fludor, la SHB aussi, donc nous sommes tous les deux, nous produisons pour satisfaire même pas 30% du marché local. On doit exporter parce que le marché local est déjà envahi par des huiles étrangères, pas vraiment bien contrôlées, dont on ne connaît pas vraiment les qualités. C'est dommage. Déjà, on peut conquérir ces marchés, si vous voulez. C'est clair. Et puis, ce qu'a dit le professeur, il a entièrement raison. Sur le riz, il y a de grandes possibilités. Faire des rizeries modernes, efficaces, qui marchent bien. Et puis, satisfaire la demande locale, satisfaire la demande du Nigeria, qui vous savez, qui est colossale. Ouais. Oui, mais cette liste des 29 produits, M. Gilles Goyi, si on décide de le respecter, c'est qu'il faut, en aval, pouvoir prendre des dispositions, une forte industrialisation. Absolument. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de revoir, de revisiter de fond en comble notre politique économique. La liste des 29 produits prohibés, moi, je peux considérer que c'est une manne qui nous est tombée du ciel. Parce que nos économistes, nos penseurs, nos chercheurs locaux doivent se saisir de cette liste pour permettre aux investisseurs locaux de tirer leur épingle du jeu. Ces listes de 29 produits prohibés, on les met de côté pour permettre aux investisseurs nationaux de s'investir en plein dans la production pour la satisfaction des besoins intérieurs d'abord et l'exploitation ensuite. Un bel exemple, le Fludor. Vous êtes des Anando comme moi en partie. Quand vous passez par Zobo demain, l'usine est à côté. On est toujours très content de jeter un coup d'œil là-bas. Et quand on voit beaucoup de vapeur sortir de l'usine, on est content, on se dit voilà une usine qui marche. Il faut faire en sorte que ce Fludor marche mieux. SHB, quand vous tournez le doigt à Boycon, que vous voulez rentrer à Abomey, c'est là. Et on était vraiment content quand on voyait des titans stationnés parce qu'il y a des graines, qui sont là. Il faut permettre aux industries locales de pouvoir performer sans qu'il soit nécessaire pour le moment, je dis bien pour le moment, de penser à une massification des investissements. Il faut pouvoir permettre aux installations actuelles de tourner en pleine capacité de rendement. Ça va vraiment rendre service au pays, c'est ce que je crois. Et cela amène à la formalisation. Voilà, la formalisation. Alors, M. Ribou, M. Goyi, nous tendons vers la fin de cette émission. Et si on faisait un tour de l'actualité de la semaine qui vient de s'achever? Cette semaine, M. Roland Ribou, M. Gilles Goyi, cette semaine a été marquée par
la révision de la Constitution, notre loi fondamentale qui a été retouchée. D'innombrables innovations ont été apportées dans cette loi fondamentale. Et puis, il y a eu également le code électoral qui a été revu par les députés de la 8e législature qui ont introduit donc des innovations en vue de l'élection du président de la République, mais également des députés. Le chef de l'État, dans son message, notamment dans cet entretien avec la presse internationale, s'est prononcé sur la révision de la Constitution, sur les différentes innovations apportées donc à la loi fondamentale. On a parlé du ticket présidentiel, on a parlé également du mandat des députés, tout ceci pour pouvoir permettre à ce que les élections soient organisées tout en tenant compte réellement du coût de ces élections. Alors nous allons sur ce sujet revenir dans notre prochaine émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre donc de ce tout premier numéro de votre magazine Décryptage. Vous pouvez nous faire parvenir donc vos propositions, des questions sur lesquelles vous souhaiteriez que dans Décryptage, on se penche pour le mois prochain. Monsieur Gilles Goyi, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir apporté votre expertise, notamment en matière d'économie. Monsieur Roland Ribou, merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer, notamment sur des questions d'investissement. On vous retrouve donc très prochainement pour d'autres questions qui ont trait à l'économie. Et si l'actualité, elle est toujours aussi chaude, parlant de la révision de la Constitution, on aura le plaisir d'en parler pour le prochain numéro de Décryptage. Ce sera le mois prochain. Merci de votre fidélité. À très bientôt.